L'ambition, c'est une boussole et la réussite, c'est la destination. Finalement, cette ambition, pourquoi tu as eu cet attrait pour les langues? Je pense que ça vient depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours eu un attrait pour découvrir un peu l'inconnu, l'étranger, on va dire. C'est-à-dire, moi j'adorais voyager quand j'étais petit. Mes parents m'ont permis de voyager beaucoup en famille. J'avais toujours cet attrait pour les cultures étrangères, pour découvrir qu'est-ce que cette culture mange, qu'est-ce que cette culture fait au jour le jour. Je résume bien, c'est-à-dire que ta mère elle t'a permis justement peut-être de cultiver cette curiosité par l'exemple et tu as pu voyager, ça t'a aussi nourri ta curiosité. Mais peut-être que le type de voyage que tu faisais avec ton père par exemple, ça a peut-être nourri une frustration en te disant que la prochaine fois quand je serai grand, quand j'ai visité des pays, je vais peut-être plus m'intéresser à la culture du pays, peut-être faire moins de choses touristiques. Donc c'est intéressant. C'est exactement ça. Très intéressant. Mais est-ce que j'en aurais fait mon travail toute ma vie, genre devenir un chercheur en langue ou en linguistique? Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et moi je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, je pense. Moi, tu me parles pas d'âge. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du média Me parle pas d'âge. Donc Me parle pas d'âge pour nous, c'est que l'ambition c'est une boussole et la réussite c'est la destination. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un invité. Donc Naïm Alayadji que j'ai côtoyé au lycée. Donc bonjour Naïm et merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Ma question c'est quelle était ton ambition lorsque tu avais 16 ans? Alors c'est une très bonne question. Moi quand j'avais 16 ans, je savais que je voulais faire peut-être des études, peut-être devenir aller quelque part dans les langues parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Ouais. Donc peut-être faire des études de linguistique, des choses comme ça. Et c'était un peu mon ambition. C'est-à-dire mon ambition, c'était vraiment de parler le plus de langues possible. Okay. C'est quelque chose que j'appréciais énormément. Okay. Et puis voilà. Et justement, maintenant, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais de manière brève? Après, on le verra plus en détail durant ton interview. Alors aujourd'hui, j'ai 25 ans et je suis développeur web en freelance. Okay. Donc vous voyez, pour l'instant, on voit pas le lien. On verra si... quand on va connaître l'histoire de Naïm, est-ce qu'il y a des liens entre son ambition lorsqu'il avait 16 ans et finalement ta profession actuelle? Et maintenant, je vais te poser des questions un peu style Combini. Donc vraiment, tu réponds à l'option que tu préfères. Donc là, par exemple, t'es plutôt Naruto ou One Piece? One Piece. T'es plutôt Luffy ou Zoro? Luffy. Ok. Plutôt Japon ou Corée? Japon. Plutôt burger ou pizza? Pizza. Plutôt cheval ou licorne? Cheval. Ok. Et plutôt anglais ou espagnol? Anglais. Dernière question, plutôt Griezmann ou Kylian Mbappé? Tu sais que je suis pas trop foot, mais disons Kylian Mbappé. Ok. Donc maintenant on va commencer. Moi la question que je vais te poser c'est plus finalement, tu as beaucoup parlé de langue. Ouais. D'où te vient finalement cette ambition? Pourquoi tu as eu cet attrait pour les langues? Je pense que ça vient depuis que je suis tout petit. Donc j'ai toujours eu un attrait pour découvrir un peu l'inconnu, l'étranger, on va dire. C'est-à-dire, moi j'adorais voyager quand j'étais petit. Mes parents m'ont permis de voyager beaucoup en famille. Et j'avais toujours cet attrait pour les cultures étrangères, pour découvrir... tiens, qu'est-ce que cette culture mange, qu'est-ce que cette culture fait au jour le jour. Et je pense que c'est ça qui m'a donné un peu cet attrait vers les langues. Okay. Et justement, tu expliques que tes parents ils t'ont permis de voyager. Ouais. Donc tu penses que cette ambition finalement, elle a pu être possible par les voyages que tes parents t'ont permis? Oui et non. Pour moi, c'est à nuancer vu que mes parents, ils travaillaient beaucoup quand je vivais chez eux. Et il y avait... du coup, quand on voyageait, c'était aussi pour se reposer. Par exemple, mon père, lui, il adorait voyager pour se reposer, pour aller au bord des plages, etc. Ma mère, elle était plus culturelle, découvrir, visite. Et je pense, oui, du coup, il y a eu un peu des deux. C'est-à-dire, il y a eu un peu de ma mère qui me donne son envie d'apprendre des nouvelles cultures, enfin, de découvrir des nouvelles cultures, pardon. Et d'un autre côté, le fait que mon père veuille plus se reposer, ça m'a pas permis de découvrir des pays
à proprement parler lors de mes voyages avec mes parents. Mais du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'arrive de revisiter des pays que j'ai fait avec mes parents lorsque j'étais jeune, pour justement avoir un autre œil sur ce pays-là, sur cette civilisation-là, cette culture-là. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, je résume bien, c'est-à-dire que ta mère, elle t'a permis justement peut-être de cultiver cette curiosité par l'exemple, et t'as pu voyager, ça a nourri ta curiosité, mais peut-être que le type de voyage que tu faisais avec ton père, par exemple, ça a peut-être nourri une frustration en te disant que la prochaine fois, quand je serai grand, quand j'ai visité des pays, je vais peut-être plus m'intéresser à la culture du pays, peut-être faire moins de choses touristiques. Donc, c'est intéressant. C'est exactement okay. Ça. Et justement, donc tu expliques que tu t'intéresses à la linguistique, aux langues de manière générale, mais pourtant au lycée, tu t'es orienté donc en filière économique et sociale. Donc à l'époque, pour ceux qui sont après la génération 2016 ou 2017, donc les filières avant, on avait la filière S qui est la filière scientifique, on avait la filière L qui était la filière littéraire où il y avait les langues, la philosophie, l'histoire, et la filière ES où c'est un peu généraliste, mais on a surtout de l'économie, de la philosophie et il me semble histoire et un peu de sciences. Donc finalement, pourquoi avec cette ambition-là et cette appétence que tu avais pour les langues, en plus tu avais des bonnes notes en langue, pourquoi finalement tu t'es orienté en ES plutôt qu'en L? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est le français n'était pas forcément une matière forte pour moi. C'est-à-dire que j'adore les langues, mais le français, le travail qu'on faisait en français par rapport à la syntaxe, aux figures de style, etc., c'était pas quelque chose qui me parlait réellement. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'en seconde, je n'étais pas forcément prêt à faire des choix. Donc à me dire, ok, je mets une croix sur tel choix, parce que c'est un peu ce qu'on nous mettait dans la tête aussi au lycée, c'est tu mets une croix sur tel choix et tu vas dans telle autre filière, tu vois. Et donc pour moi, j'avais besoin de quelque chose de plus généraliste. Et en effet, à l'époque, on nous disait que la S, c'était plus ce qui était le plus généraliste. Mais je trouvais que la ES, il y avait vachement de nouvelles choses à découvrir aussi. Donc notamment l'économie, le social. Aussi, on avait, il me semble, un tout petit peu plus d'histoire que les S, si je me trompe pas. On avait plus d'histoire. Ouais, c'est ça. Le coefficient était plus élevé, c'était 5. Et donc, je me suis plus dirigé vers ES parce que ça me semblait être tout simplement la filière qui me convenait le mieux. Donc en fait, tu as cherché un équilibre entre la filière qui te convient le mieux, mais aussi le côté le côté de la sécurité, en se disant que ES, ça m'ouvre beaucoup de possibilités. Effectivement, tu pouvais partir en langue après la ES, tandis que L, tu devais vraiment faire une croix sur beaucoup d'options vraiment faire un choix pur sur les langues. Et aussi, peut-être, pour aller dans ton sens, est-ce que tu t'es aussi dit que il y a une différence entre la passion que tu avais pour les langues et en faire ton métier, ou pas du tout? Oui, clairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je suis beaucoup de gens sur TikTok ou sur Instagram, des personnes qui sont linguistes maintenant, qui sont chercheurs en langue. Et quand on regarde le travail qu'ils font, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment fabuleux, c'est vraiment très intéressant. Mais est-ce que j'en aurais fait mon travail toute ma vie, genre devenir un chercheur en langue ou en linguistique? Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, et moi je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement, je pense. Donc avoir ce genre de parcours ou ce genre de travail, ça peut être assez rapidement ennuyant pour moi. Et oui, du coup, je voyais la différence entre en faire un travail et en faire, avoir une passion, avoir une passion, c'est ça. Et est-ce que aussi ton choix, il a été influencé par le fait que peut-être les cours au lycée en langue, c'était peut-être pas les plus stimulants, ou pas du tout? Les cours au lycée en langue, la pédagogie, quoi. Ça allait, mais en effet, t'as raison, c'était pas le plus stimulant. Et aussi, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait aussi une autre raison pour laquelle j'avais pris ES, c'était le fait qu'il y ait des maths. Et tu te souviens, j'étais assez bon en maths, mais pas vraiment en sciences. Donc ouais, je me suis plus dirigé vers ES, et voilà où j'en suis. En vrai, c'est hyper intéressant, surtout que je pense que les lycéens, s'il y a des lycéens qui nous écoutent, eux, ils doivent encore faire plus de choix. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as essayé de faire un compromis en te disant, ok, je suis bon dans les langues, mais le français, c'est pas forcément la matière où je suis le meilleur. Et en plus, il y a un fort coefficient. Et les débouchés en littéraire n'étaient pas forcément les plus intéressants par rapport à ton profil. Ouais, c'est ça. Et en plus, je t'ai dit, je suis bon en mathématiques, mais je suis peut-être pas le meilleur en physique, mais je suis très bon en mathématiques. Et donc, la ES, ça te permettait d'avoir toujours des langues,
toujours avoir l'économie, l'histoire, tout en ayant les maths qui étaient aussi une matière où tu étais fort. L'histoire, la seconde de mes passions. Ouais. Donc il y a encore le côté littéraire finalement. Et justement, ce que j'allais dire, c'est donc en seconde, donc attends, t'avais 14 ans ou 13 ans, je sais même plus. 13 ans, non? En seconde. En seconde, attends, 2012. Entre 13 et 14 13 ans. et 14 ans. Oui, 14 ans quand tu devais prendre ta décision. 14 ans, c'est ça. Et du coup, tu dis que tu n'étais pas encore prêt peut-être à prendre des grosses décisions, mais pourtant 2 ans plus tard, donc si mes souvenirs sont bons, en terminale, tu as fait le choix de postuler à une école de web. C'est ça. Et tu ne voulais même pas ouvrir un compte Parcoursup. Je me rappelle, c'est les professeurs qui t'ont poussé. Donc finalement, comment en 2 ans tu as pu passer de la personne peut-être qui avait du mal à prendre des fortes décisions, qui allait assurer ses arrières, à une personne qui s'est dit je me rappelle, tu vas dans le web. Je me rappelle, les professeurs rigolaient en mode le web c'est quoi? Ils disaient informatique c'est plus connu, web c'est bizarre, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde parle de développement web, etc. Ça. Donc finalement, raconte-moi déjà comment tu t'es lancé, t'as connu le web. Donc on va commencer par là. Comment tu t'es lancé, tu t'es dit je vais me lancer dans des études dans le web, et aussi comment tu as pu prendre cette décision compte tenu justement de l'avis des professeurs et ton entourage. Alors pour moi il y a plusieurs choses. Déjà il y avait comment dire, donc en terminale je cherchais la filière que je voulais faire après le bac, et je me suis dirigé vers plein de choses différentes. Il y a eu je sais que j'étais allé voir des portes ouvertes d'écoles de commerce international, géopolitique, échanges internationaux, parce que je voulais rester dans les langues, le voyage, etc. Et en fait il y avait à l'époque il y avait un YouTuber que je suivais sur internet qui était dans l'école que j'ai faite, qui s'appelle Éthique, j'ai le droit de nommer, qui s'appelle Éthique, et qui est une école de web qui forme au métier du web. Et donc ce YouTuber était dans cette école, et je suis allé aux portes ouvertes de cette école. Donc on va dire que c'est un peu lui qui m'a montré la voie vers cette école. Donc j'ai fait les portes ouvertes, ils m'ont eu grâce à leur beau discours. Et à ce moment-là, j'avoue que j'avais pas une idée, on va dire élargie de ce qu'était le web. Je sais à peu près ce qu'on allait faire dans cette école, dans cette formation, mais je savais pas exactement quels étaient les débouchés. Et je pense que ça c'est une légère erreur de ma part, dans le sens où je savais pas exactement ce qui allait en sortir de cette école. Et donc je suis allé à ces portes ouvertes, et en effet, vu que c'était une école privée, je n'ai pas mis de choix sur Parcoursup. J'étais inscrit sur Parcoursup, mais au final j'en ai mis par rapport au professeur qui me demandait d'en mettre. Donc il me semble que j'étais sur liste d'attente à la prépa. Janson de Sailly ou Louis le Grand? Janson de Sailly, je me rappelle, Et c'était des prépas éco, et en effet l'éco, j'aime bien ça, mais est-ce que j'ai envie d'en manger 24 heures sur 24? Ça je savais pas. Et en gros, voilà comment je suis arrivé à aller dans une école de web. Mais du coup, t'as dit que finalement, donc, les débouchés, t'étais pas encore au clair sur ça. Mais qu'est-ce qui t'a séduit dans leur discours? À l'époque, l'école avait un discours très généraliste, qui se voulait très généraliste. C'est-à-dire que quand t'arrivais en première année, en effet, t'apprenais, par exemple, le développement web ou le web design. Mais t'avais également des cours de français, t'avais des cours de géopolitique, t'avais des cours d'algorithmique. Donc il y avait toujours un discours qui se voulait très généraliste, très et en fait c'est un peu ce que je recherchais aussi, c'est que j'avais pas encore vraiment l'idée de ce que je voulais faire plus tard. Et cette idée s'est formée, je trouve, au fil de la formation, quoi. Et mais comment du coup tu t'es dit que le web ça allait t'intéresser, parce que du coup t'en avais pas fait avant? Donc comment t'as pu dire que donc la formation elle est généraliste, mais quand même on va dire que le cœur de la formation c'est quand même le web. Donc finalement comment, en étant en filière économique, sociale, avoir de la philosophie de l'histoire, je t'ai dit que le web ça va me plaire? Je pense que je le savais pas à ce moment-là. C'est-à-dire que mes parents avaient les moyens de payer une école privée, et il y avait autre chose que je voulais dire mais qui m'est sorti de la tête, c'est qu'en gros
c'était la curiosité aussi. Okay. Je découvrais quelque chose de nouveau. Le web, on en parlait pas énormément en vrai. Et il y avait une différence entre web et informatique, mais moi je savais pas à l'époque quelle était cette différence. Okay. Et donc je me suis dit, j'ai 1 an d'avance sur mes camarades. On va tester et on verra si au bout d'1 an ça porte ses fruits ou pas. Donc je t'ai plus dit, je me laisse 1 an pour tester. Ouais. Et au pire c'est pas grave, j'ai pas de retard. Donc du coup, je peux me permettre de tester. Donc il y a aussi cette idée de curiosité dont tu parlais avant, quoi. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça. Sur le moment, je le savais pas forcément, mais je pense qu'un an après, je me suis rendu compte, ah oui, d'accord, pendant cette année, c'était un peu, je me suis laissé une année pour comprendre ce qu'était le web et pour voir si ça me plaisait ou non. Okay. Et donc, si je résume un peu pour faire le résumé, donc tu as quand même cherché encore une fois une filière généraliste pour te dire que tu avais quand même développé plusieurs compétences. C'est ça. Mais ce qui t'a séduit aussi dans le discours, c'est le côté, finalement, j'ai découvert une matière qu'on voyait pas forcément à l'école et qui semblait intéressante et pleine d'avenir. Ouais. Et ensuite, tu as expliqué aussi que finalement, c'est un YouTuber qui t'a aussi, entre guillemets, influencé. C'est ça. Donc finalement, si tu n'avais pas connu ce YouTuber-là, tu n'aurais peut-être pas connu cette école, si je comprends. Exactement. Donc ce YouTuber, il s'appelle Link. Il est connu aujourd'hui. Je pense qu'il a 3 millions d'abonnés sur YouTube. Il est en duo, ils font du gaming. Okay. Et ce YouTuber-là, en gros, de ce que j'ai compris de son parcours, il a fait 3 années ou 2 années en fac de lettres avant de se réorienter lors de la 4e année à éthique. Et il me semble que sur Twitter, en bio, à un moment, il avait justement étudiant 4e année à éthique. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris ce qu'était éthique. Et justement, dans mes souvenirs, je me rappelais, donc les professeurs étaient un peu sceptiques par rapport à ta décision. Ouais. Comment tu as réussi à gérer la vie des professeurs? Est-ce que finalement, ça t'a pas perturbé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça m'a un peu perturbé parce que au lycée, j'étais un assez bon élève. Et du coup, ils trouvaient ça un peu étrange que j'aille dans une école où, en gros, on paye pour le diplôme. Ou au lieu d'aller dans une prépa, dans une fac, dans quelque chose, par exemple, de plus prestigieux. Et donc, en effet, ça m'a un peu perturbé. Mais par la suite, je suis juste passé outre et je me suis dit, de toute façon, c'est mon avenir. En effet, les professeurs peuvent me donner des conseils, sur ce que je devrais faire, mais la finalité, c'est que c'est mon avenir, donc je vais faire ce que je pense être bon à mon très jeune âge, et je vais voir ce que ça donne. Mais du coup, t'as pas forcément eu un raisonnement très, comment je pourrais dire ça, logique. C'est plus, finalement, t'as écouté un peu ton instinct. Ouais. Je comprends bien. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une sorte de saut dans le vide, un peu. On va voir ce que ça donne et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marchera pas. C'est tout. Et justement, donc t'as eu ton baccalauréat. Ouais. Et comment s'est passée la transition entre finalement l'environnement du lycée et ce saut dans l'inconnu, comme tu l'expliques, à éthique? Alors, il y a eu une légère déjà, j'étais le plus jeune en études supérieures. Ouais. Donc, je suis né en fin d'année, j'ai sauté une classe. Donc j'étais le plus jeune et il y avait également des gens qui se réorientaient. Il me semble que le plus vieux du coup avait 9 ou 10 ans de plus que moi. Ouais. Donc c'était quand même quelqu'un qui... Enfin, il y avait une grosse différence d'âge. Donc on va dire que cette transition-là, au départ, elle était un peu compliquée parce que c'est la cour des grands, on commence à faire des choses un peu intéressantes, on crée un peu de réseau par-ci, par-là. Ouais. Mais au final, elle s'est faite comme... assez simplement, assez aisément, vu que tout le monde il y avait pas vraiment beaucoup de gens qui se comparaient. Ouais. Tout le monde était égal à chaque personne, même les personnes qui avaient fait d'autres études avant, ils avaient un peu d'avance, mais au final, petit à petit, on a réussi à tous se remettre au même niveau. Donc ça, c'était assez bien. Et puis j'ai l'impression qu'entre le lycée et éthique, il y avait une différence de rythme. Ouais. C'est-à-dire à éthique, il y avait un rythme un peu plus rapide à ce moment-là, mais c'était pas non plus insupportable, quoi. Ouais. La transition a été douce, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et eux, pour l'équipe pédagogique de éthique à ce moment-là, les 2 premières années, c'était des années de prépa, on va dire. Ouais. C'était l'équivalent des années de prépa pour les autres personnes. Et du coup, les 2 premières années étaient un peu plus hard, on va dire, mais les années suivantes, c'était un peu plus facile, quoi, un peu plus simple.
Et justement, donc tu as fait 5 ans d'études. Ouais. Pourquoi 5 ans dans ce domaine-là? Alors, il y avait un master grande école à Éthique, donc qui dure 5 ans. À la fin, il me semble que le titre, c'est expert en ingénierie, de la communication numérique et digitale, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai fait 5 ans parce que tout simplement, il y avait 5 ans de formation. Ouais. Le seul truc que je trouve un peu... que je trouve que c'est un défaut par rapport à ce genre d'école, c'est que je pense pas que les 5 années ont été réellement nécessaires pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, pour atteindre les compétences que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, la réalité, c'est que cette école, elle a surtout permis d'avoir du réseau dans le domaine. Donc ça, c'est réel, ça crée énormément de réseaux, ce genre d'école. Et pour moi, si on avait fait par exemple 2 ou 3 ans, je pense que j'aurais pu atteindre les mêmes compétences que j'ai aujourd'hui. Ah bah en fait, c'était le but de ma question, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ton époque, c'est que c'est beaucoup plus démocratisé des métiers du web, avec des formations en ligne. Je crois qu'il y a Open Classroom. Ouais, c'est ça. Il y a même des, je sais plus comment ça s'appelle, mais Le Wagon fait ça. C'est des ou des je vois les trucs courts là. Oui, c'est ça. Des formations courtes. Ouais, c'est pas des MOOC, c'est je me rappelle plus. Le nom me reviendra. Mais justement et des workshops. Workshops peut-être. Non, c'est pas exactement ça. Workshops, je crois que c'est court, mais je vois ce que tu veux dire, c'est des trucs intensifs, des stages intensifs de formation. Exact. Et c'est un mot anglais, mais j'ai oublié. Et justement, t'expliquais que finalement, en termes de compétences, peut-être que en 3 ans, c'est suffisant. Ouais. Mais tu as parlé du réseau. Justement, quel genre de réseau tu as pu développer et comment développer son réseau justement dans le domaine du web? Alors, donc, par rapport à toutes les personnes qui sont sorties d'éthique, donc il me semble qu'on était 100 à la fin. Et toutes ces personnes-là, non, peut-être pas 100, peut-être un peu moins. Mais toutes ces personnes-là, elles travaillent toutes dans le web maintenant, plus ou moins dans le web. C'est-à-dire qu'il y a des chargés de projets digitaux, il y a des développeurs, il y a des designers, il y a des marketeurs, il y a des gens qui s'occupent du référencement. Donc c'est tous des métiers liés au web. Ouais. Et toutes ces personnes-là, elles travaillent maintenant dans des agences, dans des startups, dans des grosses entreprises. Donc c'est ce réseau-là dont je parle. C'est-à-dire que je connais plus d'une centaine de personnes qui travaillent dans le même domaine que moi et qui vont me permettre peut-être de trouver du travail par la suite, peut-être de me recommander, peut-être de tout simplement dire du bien sur moi, faire ma pub. Et donc il y a ce genre de réseau et il y a aussi un réseau par rapport aux intervenants qu'on avait. Donc on avait beaucoup d'intervenants qui venaient des métiers du web et mais également beaucoup d'intervenants qui venaient d'en dehors des métiers du web. Donc des profs de français, des philosophes. Ouais. Je suis pas sûr de celle-ci, mais des politiciens, des intervenants comme ça. Donc tout ça, ça permet de faire du réseau. Et toutes ces personnes-là, chaque fin de cours, souvent on s'ajoutait sur LinkedIn, des choses comme ça, et on pouvait savoir ce que la personne devient maintenant, et peut-être que par la suite ça va nous servir. Donc pour moi, tout ce réseau, il est extrêmement important. Mais après, est-ce que j'avais forcément besoin de ces 5 années pour établir ce réseau? Ça, j'en suis pas certain. Okay. Donc si tu devais refaire ton parcours, est-ce que tu aurais changé quelque chose? Probablement, parce que déjà je pense au coût de l'école. C'est la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à mes parents qui ont payé l'école. Je trouve que le coût est assez important. Donc pour moi, il faudrait peut-être trouver une alternative. Je pensais notamment à l'époque au DUT MMI que l'un de nos amis, l'une de nos connaissances faisait. Et qui était bien moins cher, même gratuit, je crois. Et je pense qu'il y a ça, il y a ce coût qui me vient à l'esprit, donc c'est la première chose. Et je pense que faire moins d'années d'études dans ce domaine, c'est assez intéressant aussi. Okay. Voilà. Et justement, au début, tu nous expliquais que ton ambition, c'était un peu d'apprendre de nouvelles langues, de découvrir des nouvelles cultures. Dans quelle mesure, dans le cadre de tes études, finalement, tu as pu avoir ça? Alors, il y avait une chose que un des directeurs pédagogiques avait dit à Éthique, je crois que c'était dans ses 2 premiers discours quand on était arrivé, il faisait beaucoup de discours. Et c'était que les langages de programmation se rapprochaient beaucoup plus des langues que des mathématiques. Okay. Et je trouve qu'il a
un peu raison sur ça, dans le sens où tout ce que je fais aujourd'hui, tout le code que je produis aujourd'hui, les mathématiques peuvent être intéressantes, enfin peuvent être utiles, mais la réalité c'est que c'est surtout la syntaxe que tu vas apprendre, la syntaxe d'un langage de programmation, ce que tu vas pouvoir en faire, la logique aussi. Je trouve que la logique est très 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 intéressante. Et du coup, c'est pour ça que d'un côté, il y a les langues qui se retrouvent dans mon travail d'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que pendant mes études, j'ai pu faire des stages à l'étranger. Donc toujours cette recherche, je pense, du voyage, de l'extérieur, etc. Et donc c'est toujours resté dans un coin de ma tête, le fait d'apprendre de nouvelles cultures, etc. Donc je résume, donc à travers tes études, finalement, tu as pu faire des stages à l'étranger. Ouais. Donc finalement, tu as pu faire tes études, te former, tout en découvrant des nouvelles cultures, des nouvelles méthodes de travail. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences à l'étranger? Ouais. Alors, je vais faire un récapitulatif de toutes les expériences professionnelles que j'ai eues à Ethic. Donc, j'ai d'abord eu un stage dans une agence digitale à Paris, qui s'est très bien passé. J'ai découvert le monde du travail côté parisien. C'était très intéressant. Ensuite, l'année d'après, je suis parti à Berlin pendant 4 mois et demi dans une agence de communication aussi. Par rapport, si je dois dire une différence qu'il y a avec ce qu'on avait à Paris, c'est qu'à Paris, je trouvais qu'on était vachement dans la productivité. On essaie de produire, absolument produire. À Berlin, déjà, il y avait ce côté de apprends telle nouvelle technologie, apprends comment on obtient ce rendu. Donc, il laissait du temps à le personnel, on va dire. C'est-à-dire, il laissait du temps à l'apprentissage personnel que tu fais au sein de leur structure. Alors que en France, c'était vachement productivité, et il n'y avait pas de temps pour toi de réellement apprendre ou découvrir de nouvelles technologies, de nouvelles compétences. Mais après, j'ai fait qu'une seule agence en France, donc peut-être que les autres sont pas exactement les mêmes. Donc voilà, il y avait Berlin, et la troisième expérience, c'était au Japon, donc à Tokyo, dans une agence également de communication qui a maintenant ouvert des nouveaux locaux, il me semble, à New York, au Vietnam, et il y en a un dernier à Londres. Et donc l'agence a vachement grandi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise internationale, c'est-à-dire qu'il y avait des Japonais, mais il y avait également des gens venant de plein d'autres pays, ce qui faisait que l'agence avait une influence de la part de ces personnes qui venaient de l'extérieur du Japon. C'est-à-dire que je sais que beaucoup de gens ont l'a priori, les Japonais travaillent dur, il y a beaucoup d'heures de travail, tu fais des heures supplémentaires, ton patron te crie dessus, tu commences à 8h du matin, tu finis à minuit. Dans cette agence-là, ça s'est pas forcément tout le temps ressenti, dans le sens où, comme il y avait des gens qui venaient de l'extérieur du Japon, il y avait d'autres manières de travailler qui étaient inclus dans la culture de l'entreprise. Mais c'était très intéressant. Il y a également une grosse place dans cette agence qui était destinée à l'apprentissage personnel également, le fait que les personnes acquièrent de nouvelles compétences qui parfois n'avaient même pas de lien avec leur expertise de base, c'est-à-dire parfois tu avais des développeurs qui devenaient designers, des designers qui devenaient DJ, tu vois, il y avait vraiment un gros panel de compétences, et ce qui fait que c'était pas réellement qu'une agence de communication, il faisait plein de choses autour. Et donc c'était une expérience extrêmement enrichissante, et puis ça m'a permis vraiment de découvrir de nouvelles personnes aussi, et de créer un réseau là-bas, de découvrir de nouvelles manières de travailler, et voilà. Et justement, quel conseil tu donnerais finalement aux personnes qui souhaitent faire justement des stages à l'étranger? Les démarches et tout. Dans les démarches plutôt? Je dirais les démarches. En fait, déjà, comment y arriver? Donc, les démarches pour y arriver, par exemple, pour aller au Japon. Je sais que c'est pas si simple que ça. Et ensuite, une fois qu'on est sur place, des conseils pour bien profiter de l'expérience. Alors, pour moi, déjà, quand on a l'idée de partir à l'étranger pour travailler, pour aller en stage, pour moi, il y a une première chose, c'est ne pas se limiter à un pays en particulier. Okay. C'est-à-dire, ok, votre rêve, c'est d'aller au Japon,
Mais est-ce que tu as pensé par exemple à Taïwan, à la Corée? Il y a plein d'autres pays qui peuvent être extrêmement intéressants et extrêmement enrichissants. C'est-à-dire que moi, au départ, j'avais pas forcément pensé à Berlin ou à l'Allemagne. Et pourtant, ça a été une des expériences les plus enrichissantes pour moi. Donc, ne pas se limiter vraiment. Déjà, les personnes ne perdent rien quand elles envoient des candidatures spontanées. Donc, ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées, même dans les pays qui ne vous parlent pas trop. Il me semble que j'avais envoyé des candidatures en Australie, par exemple, à un moment, alors que c'est pas forcément un pays qui me parle. Et plus par rapport aux conseils pour les démarches, par exemple pour le Japon. Donc ouais, c'est ça. Démarcher des personnes, des agences là-bas, les contacter par exemple sur LinkedIn. Ne pas non plus faire trop le forceur, mais essayer dans tous les canaux de communication, par exemple. Et par rapport à la vie au Japon, bon, ça va être très long, mais si ça dépend de combien de temps les personnes veulent rester. Si elles veulent rester plus de 6 mois, il y a des visas de stage. Il faut aller se renseigner à l'ambassade du Japon à Paris, donc qui se trouve dans le 8e arrondissement si je me trompe pas. Et il y a plein de papiers à fournir, plein de preuves que vous allez travailler dans telle entreprise, donc il faut un papier signé de l'entreprise dans laquelle vous allez. Il faut d'abord avoir le stage, c'est ça. Il faut d'abord avoir le stage avant de pouvoir faire son visa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait également il faut prendre le billet d'avion avant de faire son visa. Je sais que ça peut paraître étrange. D'abord le contrat d'entreprise, avoir le billet d'avion et ensuite. C'est ça. Parce qu'en gros, tu as besoin de preuves de billet d'avion dans ton visa. En tout cas, c'était ça à l'époque, il y a 4 ans quand j'y suis allé. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc le visa, il y a différents types de visas. Il y a le visa stage, il y a le visa travail mais qui est un peu plus long, et il y a le visa vacances-travail qui peut être intéressant aussi. Okay. Donc les visas vacances-travail, c'est des visas qui existent dans pas mal de pays dans le monde, où en gros, ça, comme son nom l'indique, ça va être entre vacances et travail. Et au Japon, en tout cas, il faut quand même donner preuve que tu vas travailler. Okay. Donc, il faut quand même avoir des contrats, il me semble. Et il y a une fiche à remplir où tu dois dire de telle date à telle date, je serai en vacances, de telle date à telle date, je serai au travail. Donc, il faut planifier tout ça en amont. Donc, en effet, le visa, facile, quoi. Le visa au Japon, c'est un peu Nous, on a eu de la chance avec mon ami quand on est parti. Mais mon amie graphiste dont je te parlais tout à l'heure, elle a eu plus de mal. Elle a pris 2 ou 3 mois avant d'avoir son visa. Et du coup, elle est arrivée un peu en retard par rapport à nous, la date où on est arrivé, quoi. Okay. Mais bon, il y a tellement de choses à savoir sur le Japon avant de partir que je pense que ça nous prendrait trop de temps aujourd'hui. Justement, si on prend l'exemple du Japon, quel conseil tu donnerais pour se faire du réseau? Parce que tu as parlé de réseau. Ouais. Comment tu fais pour te constituer un réseau quand on est là-bas? Voilà, quand on est au Japon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais, le japonais, la langue, occupe une place centrale dans la culture japonaise. En France aussi, le français occupe une place centrale, mais le japonais, ça peut être très vite une barrière dans la communication avec les personnes là-bas. Il y en a pas mal qui parlent anglais, en tout cas à Tokyo, mais je pense que avoir le japonais au moins pour dire bonjour, comment vous allez, je m'appelle nanana, je travaille dans telle entreprise, c'est très vite c'est très vite utile pour faire du réseau. Et puis ensuite, il faut parler à tout le monde. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut savoir aller vers les gens. Il faut savoir leur demander tu fais quoi dans la vie. Ah, c'est super intéressant. Du coup, tu as travaillé sur ça. Ah, ok. Et par exemple, je sais qu'au Japon, ils ont encore la culture de la carte. Donc, tu sais, la carte de travail où il y a marqué la carte de visite. Voilà. Et donc, par exemple, avoir une carte de visite, je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a, en tout cas, dans le domaine du web, les Japonais, j'ai l'impression qu'ils sont vachement dans le wow effect. Donc, c'est-à-dire, si t'as fait quelque chose qui a un effet wow, où ils sont vraiment intéressés par toi. Et donc, je pense montrer des projets, montrer des campagnes de communication, en tout cas dans le domaine du web, montrer que vous avez travaillé sur telle ou telle chose, montrer que vous avez travaillé avec des nouvelles technologies. Ça crée très rapidement du réseau. Et juste pour finir, dans l'agence dans laquelle j'étais, ils organisaient des soirées une fois par mois. Et ils invitaient pas mal de gens.
Et donc ces personnes-là, donc c'était parfois des gens du domaine, mais c'était aussi des directeurs d'entreprise qui venaient dans ces soirées-là. Et c'est comme ça qu'on fait du networking et du réseautage. Et il y a un truc qui est très japonais aussi, c'est de parler de travail autour d'un repas. Donc ça veut dire que la personne, t'as pas forcément signé de contrat avec, mais tu vas te retrouver autour d'un repas et peut-être qu'à la fin du repas, tu vas signer un contrat avec la personne, quoi. Donc il y a ce truc aussi de convivialité lorsque tu parles de travail, quoi. Okay. Voilà. Donc si je résume un peu, ce que tu viens de dire, ça fait un peu le lien avec une phrase de Moussa Camara qui explique que c'est pas le réseau qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait le réseau. Parce que toi, tu disais dans le web, donc ça veut dire, faut se dire finalement si je vais au Japon, en Allemagne, pourquoi j'y vais et quel genre de réseau je vais avoir. Et si j'ai pas un projet clair, par exemple, toi, tu étais dans le web, donc c'était plus clair. Ouais. Donc, c'est important d'avoir ça au clair. Ensuite, si je résume encore, c'est l'importance de s'intéresser aux autres. C'est-à-dire qu'il faut pas venir seulement pour prendre en se disant, je vais faire du réseau, donc, je m'appelle Pierre ou je m'appelle Naïm. Je dois montrer. Venez m'aider. Mais c'est aussi, faut s'intéresser aux autres, s'ouvrir aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as bien analysé aussi la culture en se disant, OK, qu'est-ce qui est valorisé? De quoi on peut parler? À quel moment? Donc là, tu expliquais qu'autour d'une table, en train de manger, on peut parler de travail. Peut-être que dans d'autres cultures, c'est mal vu. Ouais, c'est ça. Donc c'est important d'analyser votre environnement et se dire par rapport à l'environnement où je suis, par rapport à mon projet, comment je peux me créer du réseau. Et généralement, si on ne donne rien, on reçoit rien. Donc c'est important aussi d'être dans l'échange et s'intéresser aux autres et à votre environnement. Parce qu'il y a beaucoup de Français, ils vont en stage à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester entre Français. Donc finalement, vous n'allez pas vous créer un réseau énorme, un réseau de Français. Mais c'est important, comme Naïm l'expliquait, de sortir de votre zone de confort et finalement de vous imprégner de la culture locale. Et c'est tout bête, mais comme tu le disais, savoir les mots de base pour se présenter, ça montre déjà qu'on fait un effort, qu'on se prend pas pour quelqu'un à part, mais qu'on essaie vraiment d'aller vers l'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et l'autre question que j'avais, c'est finalement, donc après tes études, tu as décidé de te lancer en freelance. Ouais. Pourquoi ce statut-là et pourquoi pas le statut de salarié? Ouais, alors j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles avant la fin de mes études. Ouais. Donc j'ai eu 3 stages en tout et j'ai eu une alternance ensuite. Et en fait, tout simplement, quand je voyais, j'avais des exemples de CDI et de CDD autour de moi, mais quand je voyais surtout leur rythme de travail, ça me plaisait pas énormément. Moi, je voulais pouvoir, par exemple, travailler pendant 4 mois, arrêter de travailler, reprendre le travail plus tard, parce que pour moi, même si j'adore le travail que je fais, pour moi, le travail, c'est juste un moyen pour atteindre autre chose. Donc, pour atteindre ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, par exemple, j'adore voyager. Et l'argent que je vais faire au travail, ça va me permettre tout simplement de voyager par la suite, de découvrir, etc. Et le freelance s'y prêtait assez bien dans le sens où c'est assez simple de commencer un projet avec un client, de le finir, de prendre quelques mois de pause, puis de recommencer un autre projet avec un autre client, par exemple, de le finir, de prendre quelques mois de pause. Donc il y avait ce truc-là de rythme tout simplement, et aussi parce que on le sait très bien, partir d'un CDI, démissionner d'un CDI pour ne ensuite pas toucher les aides, ou alors essayer de demander une rupture conventionnelle, tout ça c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, je trouve, en France, de tout simplement partir d'un travail, quoi. Et je pense aussi, la dernière chose, c'est que je me serais très vite lassé des projets sur lesquels je travaille si je restais dans la même entreprise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Très rapidement, voilà, je m'ennuie. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça fait lien avec une chose que je répète souvent, c'est que vraiment que la connaissance commence par la connaissance de soi. C'est-à-dire, certes, j'ai des compétences en web, par exemple, mais finalement, qu'est-ce qui marche pour moi? Dans quel environnement je suis épanoui? Donc là, de ce que tu dis, c'est que je t'ai dit, à travers toutes mes expériences dans le monde de l'entreprise, alternance, etc., finalement, le schéma qui te correspond le plus, c'est de travailler ponctuellement sur un projet, mais d'avoir la liberté d'en choisir un nouveau ensuite, ou de faire une pause et de voyager. Exact. Tandis que dans le cadre de l'entreprise, t'es plutôt contraint, c'est-à-dire tu dois poser des RTT et t'as moins cette liberté-là. Ouais, c'est ça. Et l'autre point intéressant, et justement, je vais te relancer dessus, c'est finalement, tu as expliqué que ta passion première, c'est un peu de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, et que le travail pour toi, c'est finalement un moyen d'avoir une liberté financière qui te permet ensuite de bouger. Donc pour toi, en fait, tu te dis que tu vas pas mélanger directement ta passion et ta source de revenus.
si je comprends. Oui et non. Je pense que c'est à nuancer aussi, dans le sens où, en effet, le travail pour moi, c'est un moyen d'obtenir ces fonds, d'obtenir cette liberté financière. Mais si je prends pas plaisir à ce que je fais comme tâche, comme travail, je vais tout simplement abandonner ce travail-là. Donc il faut quand même, il y a une petite part de passion. Parfois je me retrouve à, je sais pas, faire des projets perso sur le côté, et je me dis c'est super intéressant cette manière de coder. C'est-à-dire il y a un peu cette découverte, cette curiosité par rapport au développement en général. Donc je pense qu'il y a une petite part de passion quand même, sinon j'en aurais pas fait mon travail. Mais ça reste un moyen d'obtenir une liberté financière pour ensuite faire ce que je veux réellement, entre guillemets. Et Et justement, si on prend le web, il y a l'émergence de l'intelligence artificielle. Ouais. Finalement, quel est ton regard par rapport à l'arrivée de plus en plus forte de l'IA, du coup? Je trouve que l'IA en elle-même, la technologie en elle-même, c'est intéressant. Ça peut servir dans énormément de domaines. Ça sert déjà dans notre domaine. C'est-à-dire que, par exemple, ChatGPT peut générer des bouts de code pour créer des sites. Il y a déjà des outils qui permettent de créer des sites entiers à base d'IA par rapport à ce que tu vas lui entrer comme prompt. Mais est-ce que je vois ça comme une menace par rapport à mon métier? Ça, j'en suis pas certain. Dans le sens où, pour moi, tout travail, toutes les compétences d'un travail vont finir par changer, par shifter. Ouais. C'est-à-dire par tout simplement se différencier par la suite. Et on peut le voir dans le développement web. À une époque, dans les années 2000, les gars codaient en Flash, ils utilisaient Paint. Donc c'était une compétence bien particulière. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que les compétences qu'on mobilise pour faire des sites web sont totalement différentes. Et il y a différents types de développeurs web, il y a des nouveaux métiers qui sont créés par rapport à ça. Donc je vois pas forcément ça comme une menace pour mon métier. Je vois plus ça comme, de toute façon, on va devoir s'adapter par rapport aux nouvelles technologies. On va devoir apprendre. Et actuellement, tous les jours, c'est ce qu'on fait dans le développement web. C'est dans mon domaine, on établit ce qu'on appelle une veille technologique. C'est-à-dire que tous les jours, on se tient au courant des nouveaux langages de programmation qui sortent, des nouvelles façons de faire qui sortent, des nouveaux sites web qui sont récompensés, par exemple, pour leur expérience utilisateur, pour leur manière d'avoir codé. Donc, tous les jours, on s'informe sur ça. Donc, d'une certaine manière, tous les jours, on s'adapte à un nouveau marché qui change. Donc, je pense que quand l'IA sera prédominante, nous, on aura également changé de compétences par rapport à notre métier, quoi. Donc, je résume bien. Donc, c'est pas en danger à condition de se former continuellement. Ouais, c'est ça. Okay. Et justement, je voulais revenir encore sur freelance. Première question dessus, c'est selon toi, ça correspond à quel profil? Et deuxièmement, est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à trouver des clients et à finalement trouver son équilibre quand on est freelance? Yes, carrément. Alors, par rapport à ta première question, quel profil? Pour moi, les électrons libres peuvent devenir freelance. Les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'attaches, les personnes qui n'ont pas peur de ne pas avoir de travail pendant un certain moment. Je pense que au final, le freelance, c'est quand même destiné à une certaine partie de la population qui a un peu de fonds actuellement, tu vois. Donc les personnes qui ont besoin de faire de l'argent rapidement, ça, je pense qu'on peut mettre de côté pour l'instant, parce qu'il faut quand même un certain travail pour trouver des clients, etc. Et ta deuxième question, c'était pour trouver des clients, oui. Moi, j'avais un réseau de base. Donc, il me semble que pendant 1 an, j'ai utilisé ce réseau. Parfois, ce réseau fonctionne encore, même 3 ans après avoir quitté l'école. Et mis à part ça, si on n'a plus de réseau, il faut en créer. Il faut se mettre en avant, il faut faire de la publicité sur soi-même, il faut créer son site, il faut communiquer à chaque fois qu'il y a un projet sur lequel vous étiez et dont vous êtes fier qui sort. Donc, à chaque fois qu'il y a un site web qui sort, il faut communiquer. Mais il faut communiquer correctement aussi sur les réseaux sociaux. Faut savoir... En fait, il y a un gros travail sur la mise en avant de soi-même. Et en tout cas, dans mon domaine. Et également, faut s'inscrire sur les plateformes. Faut aller chercher du travail. Faut pas attendre que les personnes viennent forcément à toi et te disent OK, on cherche un développeur. Est-ce que tu es bon pour ces dates à ces dates? Par contre, chaque jour, ça sera 200 €.
faut aller chercher du travail, faut s'inscrire sur les plateformes type Malte, Crème de la Crème, Collective. Même si c'est des plateformes qui vont prendre une commission sur tes recettes, il faut utiliser ces plateformes pour créer du réseau par la suite, quoi. Okay. Et par rapport à ce que tu dis, donc premièrement, tu as parlé du réseau, l'important de savoir se mettre en avant, de mettre en valeur son travail, d'être proactif en s'inscrivant dans des plateformes, en contactant peut-être des entreprises. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que à l'ère des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes, par exemple que je vois au lycée, ils disent je sais que le monde du travail c'est pas pour moi, alors qu'ils n'ont pas eu d'expérience dans le monde du travail. Et eux, directement, ils veulent passer en freelance. Ouais. Donc, pourtant, c'est un discours qui séduit de plus en plus. Mais toi, tu dis un peu l'inverse. Tu expliques que il faudrait d'abord, premièrement, peut-être avoir une expérience professionnelle pour savoir qu'est-ce qui nous plaît. Ouais. Avoir aussi une preuve sociale en se disant j'ai déjà travaillé sur tel ou tel projet. Ouais. Et avoir du réseau et un fond un peu de roulement. Donc toi, finalement, tu penses que c'est un danger pour les jeunes de se lancer directement dans le freelance, en tout cas dans ton domaine. Ça peut être un danger, mais moi je vois des jeunes j'ai dit des jeunes, je vois des personnes sur TikTok par exemple qui sont toutes en freelance et qui postent même des petits projets qu'ils ont fait entre copains, etc. Donc je parle surtout dans le domaine de la musique, de la photographie. Du design, donc dans ces domaines-là très artistiques un peu. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait autant de jeunes qui se mettent en freelance, parce que je me dis ils vont continuer à poster sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, et un jour il y a peut-être pour la musique un label qui va venir les chercher, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, il y a d'autres métiers où c'est plus compliqué de se mettre en avant, surtout quand tu sort de nulle part, tu vois. Et quel métier il pourrait y avoir, par exemple, développeur web. Si t'as pas fait de projet avant, de site intéressant, très vite t'es lâché par tout le monde parce que les gens comprennent pas quelle valeur ajoutée tu vas donner à leur projet, quoi. Donc il y a ça. Justement, tu parlais des réseaux sociaux et moi la question que j'ai, c'est pour toi finalement. Il me semble, par exemple, en Europe, il y a des débats sur est-ce qu'il faut supprimer TikTok. Selon toi, finalement, est-ce que les réseaux sociaux, c'est plus un danger ou plus une opportunité pour les 16-27 ans, on va dire? Je pense que c'est, comme d'habitude, un propos à nuancer, c'est-à-dire qu'il y a ces dangers et il y a aussi, c'est le contraire de danger, avantage, opportunité. Et mais le fait de supprimer par exemple TikTok, je pense que c'est un choix un peu politique dans le sens où la plateforme prend énormément de place aujourd'hui. Et la preuve, c'est la première plateforme dont j'ai parlé lorsque j'ai parlé de publicité, de se mettre en avant. Du coup, elle prend beaucoup de place et vu que c'est une plateforme qui vient pas d'ici, c'est un peu, on veut la restreindre. Mais à côté de ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans les réseaux sociaux que de dangers, en tout cas d'un point de vue professionnel. En effet, professionnellement, les réseaux sociaux peuvent servir, par exemple, à t'abattre, par exemple, un client qui est pas content. Ça se trouve, il va communiquer sur ses réseaux sociaux, mais en fait, il y a eu une incompréhension entre vous deux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et la preuve, c'est que, parfois, j'utilise Twitter pour envoyer des messages à d'autres développeurs qui cherchent des nouveaux développeurs, tu vois. Donc, pour moi, il y a plus d'opportunités des réseaux sociaux sur ce point-là, en tout cas. Donc, pour toi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'est ça. Et qu'il faudrait plus encadrer peut-être les réseaux sociaux pour réduire les inconvénients du coup. Je sais pas s'il faudrait les encadrer parce qu'il faut quand même que les gens puissent dire entre guillemets ce qu'ils veulent. Comme Elon Musk qui veut sur X. Ouais, mais pour moi c'est une épée à double tranchant. Ah c'est clair. Mais j'ai pas de solution parfaite à ça parce que les réseaux sociaux c'est un peu vu que c'est Internet et qu'Internet ils sont là pour guider la liberté d'expression ou en tout cas la liberté d'expression que les Américains veulent. Pour moi il n'y a pas de solution parfaite par rapport aux réseaux sociaux, mais je pense que en tant que freelance ou en tant que producteur, en tant que développeur, etc. c'est super intéressant de les utiliser à ton avantage. Mais il faut correctement les utiliser, savoir les utiliser correctement. Et justement, tu parlais de se mettre en avant. Est-ce que tu aurais des tips pour, si je prends le cadre du web, comment on peut se mettre en avant en tant que développeur web? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis, je pense,
le moins bien placé pour dire comment se mettre en avant parce que je suis pas forcément quelqu'un qui fait de la pub, je suis pas forcément quelqu'un qui aime avoir une notoriété sur les réseaux sociaux, mais tout simplement créez-vous un site qui répertorie vos projets dont vous êtes le plus fier. Faites de la communication à chaque fois que vous sortez un projet. Dites à chaque fois pour qui vous travaillez. Ça, c'est super intéressant, super important, dans le sens où souvent, quand les gens entendent des clients, ils ont tout de suite envie de vous faire confiance, ce qui est normal. Par exemple, des grosses entreprises, mettez tout le temps ça en avant, et allez à des conférences. Okay. Les conférences, dans le domaine du web, c'est hyper important, que ce soit pour les designers ou pour les développeurs. Allez à des conférences, surtout des conférences qui parlent de votre langage, mais aussi des autres langages, pour voir d'autres points de vue sur les langages que les autres personnes comprennent et sur la manière dont eux y pensent. Et tout simplement participer à l'écosystème web, quoi. Okay. Et ensuite, peut-être une question sur les langues. Donc, tu parles plusieurs langues. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite apprendre une nouvelle langue, par exemple le japonais? Alors, moi, je sais que à notre âge, c'est très compliqué de se remettre à apprendre des langues. C'est-à-dire qu'au collège et au lycée, c'était assez simple parce que tu avais des cours. Tous les 2 jours, tu avais un cours de langue, donc c'était vraiment ultra simple. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et du coup, le seul conseil que je peux donner sur ça, c'est de s'y mettre à fond directement. Parce que, tout simplement, tu vas commencer par apprendre la langue, puis ensuite, ça va t'ennuyer parce que tu auras un blocage à un certain moment. Et du coup, le fait de s'y mettre à fond, d'acheter des livres, de parler avec des natifs de cette langue, de télécharger des applications, tout de suite, ça va te mettre dans le bain et tous les jours, tu vas dire, OK, vas-y, pendant 15 ou 30 minutes, je vais me mettre à apprendre cette langue, je vais me mettre à comprendre la grammaire, à la conjugaison, à avoir du vocabulaire dans cette langue. Et une fois que tu as passé ce cap de il faut s'y mettre à fond, un peu plus tard, regarder des séries dans la langue, sans sous-titres, essayer de comprendre pourquoi tel mot est à tel endroit de la phrase, etc. Et tout de suite, tu vas et ensuite vivre dans le pays, bien évidemment, mais tout de suite, tu vas te mettre en jambe par rapport à cette langue. Okay. Et ensuite, tu expliquais qu'il fallait aller dans des conférences pour se créer du réseau. Quand tu vas dans une conférence et que tu veux créer du réseau, comment tu vas approcher une personne? Tout simplement, par exemple, si c'est un speaker, donc une personne qui est un conférencier, pardon, tout simplement, tu vas venir le voir, tu vas lui dire très intéressant votre sujet et tu vas essayer de parler avec lui de son sujet d'abord et ensuite de voir ce qu'il fait dans la vie. En gros, pour moi, créer du réseau, c'est s'intéresser d'abord à la personne avant que la personne s'intéresse à vous. Donc, tout de suite, s'intéresser à la personne, aller directement voir les personnes qui parlent de choses que vous aimez. Et je pense que la conversation va se faire assez rapidement, quoi. Okay. Donc, c'est d'abord, si je résume bien, est-ce que quand tu rentres dans une conférence, tu as déjà ciblé les personnes que tu vas contacter ou c'est vraiment sur le coup que tu dis, lui, il a l'air intéressant? Les deux. C'est-à-dire, d'abord, tu as une idée en tête des personnes que tu peux contacter. Et si tu vois des gens intéressantes sur le coup, tu vas les contacter. Tu peux essayer de leur parler ou même leur parler si les personnes ont peur d'approcher ces personnes un peu plus importantes, on va dire, leur envoyer des messages par la suite, leur dire j'ai adoré votre prestation à tel moment, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et c'est comme ça qu'on va créer du réseau. Et aussi, dans les conférences, je trouve ça vraiment intéressant de regarder tous les sujets de la conférence. C'est-à-dire pas que les sujets qui nous plaisent, mais également d'autres sujets qui peuvent être intéressants, qui vont vous ouvrir les yeux sur telle autre technologie, sur telle autre manière de faire, etc. Et une dernière question, c'est est-ce que je vais faire du réseau, est-ce que tu as une carte de visite? Est-ce que tu as un QR code vers ton portfolio? Comment je t'y prends? Est-ce que tu as un contact? Alors, en général, pour les développeurs web, ça va plus être le portfolio. Mais dans certains cas, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des cartes de visite, surtout dans certains pays. Okay. Mais ouais, surtout le lien vers le portfolio ou alors Twitter. Okay. On pourra en dire ce qu'on veut de cette plateforme, mais X. On pourra en dire ce qu'on veut de cette plateforme, mais je pense que X peut être très intéressant. Un follow back, et très rapidement, tu vois les sujets qui intéressent la personne que tu as follow. Donc, je pense Twitter, portfolio et carte de visite. Okay. Et maintenant,
je vais te poser plusieurs questions en fonction du temps qui nous reste. La première question, c'est il y a un gros débat autour des footballeurs sur finalement ils ont des salaires trop élevés. Je voulais savoir, est-ce que selon toi, et je donnerai aussi mon avis, les footballeurs sont trop payés? Oui et non. Alors pour moi, en effet, quand on voit des sommes de plusieurs millions pour l'achat de tel ou tel footballeur, ou même son salaire, on peut se dire que c'est énorme. Mais je sais qu'après, il y a tout un business autour de la publicité que le footballeur va faire. Et tout simplement la publicité, tout ce qui va ramener au club comme argent. Ouais. Du coup, il y a ce truc de tu payes pour que ton club derrière se fasse des sous. Donc, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Je trouve qu'ils sont trop payés. Est-ce que vraiment toute cette publicité vaut cet argent ? Ça, je sais pas. Je pense que ce qui dérange aussi, c'est qu'on se concentre sur la somme, mais qu'en réalité, faut regarder aussi la valeur que eux ils vont générer. Oui, voilà, parce que par exemple, je sais pas, Kylian Mbappé, on va le payer 100 millions d'euros par an. C'est vrai que ça paraît beaucoup quand on regarde le niveau du SMIC, quand on regarde que je crois le salaire médian en France c'est aux alentours de 2048 €. Ouais. Mais finalement, faut se dire que quand Mbappé il va mettre une marque de crampons où il va faire une publicité sur un vêtement, bah finalement il va réussir à capter l'attention de beaucoup de personnes. Si vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2022, la finale, c'est des millions de personnes qui sont captées. On a capté l'attention de millions de personnes parce que Mbappé joue, parce que l'équipe de France joue. Donc finalement, il faut se dire que une marque, quand elle va vouloir vendre ses produits, elle a besoin de capter l'attention des gens. Donc si elle trouve des personnes qui sont capables de capter leur attention, bah c'est logique que finalement ils prennent une part du gâteau. Et je pense même que finalement, souvent, les sportifs sont même sous-payés par rapport à la valeur qu'ils vont générer. Si on prend Usain Bolt, bah il y a des millions de personnes, voire des milliards qui vont le regarder durant les JO. Et il va être payé des millions d'euros. Mais imaginez-vous les droits télévisés, le fait qu'ils vont voir des marques, des sponsors, etc. Donc je pense que, moi en tout cas à mon avis, qu'ils sont trop payés si on se concentre sur la valeur de leur salaire, mais finalement ils sont sous-payés si on compare leur salaire par rapport à la valeur qu'ils vont générer, parce que il faut pas oublier que si je prends le cas du Qatar, ils ont pu travailler sur leur soft power, ils ont pu organiser une Coupe du Monde parce qu'ils avaient Neymar au PSG, parce qu'il y avait Mbappé au PSG, parce qu'ils ont pu associer Michael Jordan qui est une marque forte au PSG, parce que le PSG c'est à Paris, chez les Champs-Élysées. Donc faut pas oublier aussi qu'il y a des enjeux géopolitiques et que finalement les footballeurs ils sont vraiment hyper puissants sur ces sujets-là. Ouais. Totalement d'accord avec toi. T'as mis dans des mots ce que je voulais dire. Mais il y a aussi un autre truc qu'il faut se dire, c'est que tu reviens 20 ans en arrière, les footballeurs n'étaient pas forcément payés de la même manière. Du coup, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on peut aller par rapport à cette valeur qui est générée par un footballeur. Parce que déjà, plusieurs dizaines de millions d'euros, on peut se dire que c'est énorme, mais là, ça fait que augmenter. Donc, du coup, je pense qu'il y a un moment où on va atteindre peut-être un plafond par rapport à la valeur que les joueurs peuvent avoir et où le football va plus être le même, entre guillemets, dans le sens où ça va être une histoire d'argent, c'est déjà le cas, mais une histoire d'argent, une histoire de valeur et plus exactement un sport populaire comme on le pensait à l'époque. Donc, je pense que c'est une question sans réponse, mais voilà. Après, on dit sans réponse, mais en réalité, parfois, si on voit le monde de l'entreprise, on va avoir des PDG d'entreprises qui vont avoir des salaires ahurissants. Et pourtant, ça va moins faire polémique parce que je pense aussi, ce qui choque les gens, c'est de se dire, ils vont juste courir derrière un ballon et on va les payer, ou ils viennent de quartier. Donc, c'est des jeunes qui ont rien fait, qui réussissent à avoir autant de sommes d'argent. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la valeur que les gens vont générer. Et inversement, ceux qui sont sous-payés, c'est qu'aussi parfois, ils vont avoir un rôle important. Si on voit la grève des éboueurs, on voit à quel point ils sont importants. On se dit, c'est juste ramasser les poubelles, mais ils ont une valeur importante parce que sans eux, on se sent pas peut-être au propre dehors. On trouve que ce qu'on va voir, c'est pas agréable. Donc je pense que c'est vrai que parfois il y a une distension, un écart entre la valeur qu'on va apporter à la société et la valeur monétaire qu'on apporte à la société. Et donc c'est ça qui peut peut-être déranger les gens. Et peut-être pour conclure, quel serait le message que tu donnerais à un jeune qui, finalement, peut-être comme toi, il avait une ambition,
mais il avait peur finalement de se lancer dans le vide en disant c'est mon ambition, mais je ne sais pas où je vais atterrir. Parce que nous, on dit que l'ambition, c'est la boussole, mais pour certains, ça peut faire peur de suivre son ambition, de suivre son instinct. Donc, quel conseil tu donnerais? Tout simplement, lancez-vous. Si vous avez les moyens, lancez-vous. Parfois, ça peut être... Par exemple, moi, il y a toujours un truc qui me revient, c'est le monde de la musique. Il y a parfois des personnalités qu'on connaît aujourd'hui qui sont extrêmement connues, mais c'est tout simplement parce qu'elles sont lancées, elles ont fait un titre, et après, elles ont continué à faire d'autres titres, et petit à petit, les vues sont venues. Et tout simplement, lancez-vous, commencez par un truc à votre échelle, mais ensuite, petit à petit, grandissez, et par la suite, atteignez votre ambition, tout simplement. Merci Nka pour tes conseils et pour ta venue. Merci à toi. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du média Me Parle Pas d'âge. Pour nous, l'ambition, c'est la boussole et la destination, c'est l'arrivée. Donc, à très vite et surtout, ne lâchez pas. Comme Naïm l'a expliqué, faut être persévérant. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez atteindre votre ambition. Et si réussir, c'était simple, tout le monde allait réussir. Donc, soyez persévérant, soyez ouverts, apprenez des autres, mais n'oubliez pas aussi d'apporter des choses aux autres parce qu'on ne reçoit rien sans rien. Donc, merci et à très bientôt.